Avant de commencer, pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Chaque semaine, on partage ici des histoires vraies, touchantes, choquantes parfois ou souvent envoyées par vous, nos abonnés. Celle-ci nous a été partagée par M, qui a découvert un secret familial qu'on lui avait caché pendant des années. Prépare-toi. Ce que tu vas entendre, tu ne l'oublieras pas. J'ai appris la vérité sur ma propre grand-mère, par un appel de la police. Ce jour-là, je venais de sortir du travail. Une journée banale, pleine de mets, de réunions, de clients exigeants. J'étais crevé. Mon téléphone a vibré dans ma poche, numéro inconnu. J'allais raccrocher comme d'habitude mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Et j'ai bien fait. Monsieur Delcourt? Ici le commissariat du 8e. Votre nom est sur un papier trouvé sur une personne âgée inconsciente dans un véhicule. Elle semble être votre grand-mère. Ma gorge s'est immédiatement serrée. Ma grand-mère? Mais, de quelle grand-mère il parle? Mamie Jeanne? C'est impossible. Je n'ai pas dit un mot pendant au moins 10 secondes. Puis j'ai répondu, la voix incertaine. Elle va bien? Silence. Puis. Elle est en vie, mais affaiblie. Elle dormait dans sa voiture depuis plusieurs semaines. J'ai senti le monde se fissurer sous mes pieds. Mamie Jeanne. Je ne l'avais pas vue depuis, quoi? 3 ans? Peut-être 4. La dernière fois, c'était à Noël, chez mon oncle. Elle était plus discrète que d'habitude. Pas de blagues, pas de tricot, pas de tarte aux pommes. Elle avait passé la soirée dans un coin du canapé, à regarder ses mains, silencieuses. Je m'étais dit qu'elle devenait juste un peu bizarre avec l'âge. C'est tout. Après ça, elle avait disparu de mon radar. Pas d'appel. Pas de visite. Pas de carte. Et moi? Moi non plus, je n'avais pas donné signe de vie. Je suis monté dans ma voiture, j'ai roulé comme un fou jusqu'au commissariat. En chemin, mes pensées se bousculaient. Pourquoi elle dormait dans une voiture? Où était le reste de la famille? Mes parents? Mon oncle? Ils habitent tous à moins de 15 minutes de là. En arrivant, j'ai été guidé jusqu'à une salle froide et impersonnelle. Et là, elle était là. Allongée sur un lit de fortune, un vieux manteau roulé sous sa tête comme oreiller. Elle dormait profondément. Son visage était fatigué, ridé comme une feuille de papier oubliée au soleil. J'ai eu envie de pleurer. Mais j'ai pas pu. Pas encore. Un agent s'est approché de moi. On l'a trouvée dans un véhicule garé près du parc Gallieni. Les voisins pensaient que c'était un camping-car. Elle ne mendiait pas. Elle restait dans sa voiture, lisait, et dormait. Il y avait un petit carnet dans sa poche. Votre nom, votre numéro. Je l'ai remerciée d'un hochement de tête. J'avais la gorge nouée. Elle s'est réveillée 1 heure plus tard. Et là, tout a basculé. Mamie, c'est moi. Max. Elle a mis quelques secondes à me reconnaître. Puis un sourire fragile s'est dessiné sur ses lèvres. Mon petit, tu as grandi. J'ai voulu faire le malin, comme toujours. Ouais, j'ai une barbe maintenant. Et des cernes. Mais elle n'a pas ri. Elle a simplement murmuré. Je suis désolé. Je ne voulais pas que tu vois ça. J'ai eu un frisson. Mamie, mais qu'est-ce que tu fous dans une voiture? Pourquoi t'es pas chez toi? Chez tonton Alain? Chez papa? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Et ce qu'elle a dit m'a coupé le souffle. Ils ne veulent plus de moi. J'ai cru à une blague. Mais elle n'avait pas l'air de rire. Je me suis mis à poser des questions. Plein. Trop. Trop vite. Elle m'a arrêté d'un geste doux, comme quand j'étais petit. Max, écoute-moi bien. Tout ça, ça ne s'est pas fait en un jour. Il y a longtemps que je dérange. Et elle a commencé à me raconter. Mamie Jeanne a 78 ans. Elle a élevé 3 enfants. Elle a travaillé comme couturière pendant 40 ans. Une femme simple, droite, généreuse. Toujours la première à aider. Toujours un gâteau dans le four, un mot doux pour les voisins. Mais les choses ont commencé à changer après la mort de mon grand-père. Elle s'est retrouvée seule dans une maison trop grande. Avec une retraite minuscule. Au début, elle gérait. Puis elle a commencé à avoir des problèmes de santé.
Rien de grave, mais suffisant pour qu'elle ait besoin d'aide. Elle a demandé. Et là, tout a changé. Mon père, son fils aîné, et lui a dit qu'il n'avait pas le temps. Que c'était compliqué avec le boulot. Ma tante lui a proposé de vendre sa maison pour aller en résidence. Et mon oncle Alain, lui, il s'est carrément fâché quand elle a refusé de vendre. Tu préfères finir comme une vieille folle que d'être raisonnable, qui lui a dit. Elle s'est braquée. Ils ont arrêté de l'appeler. Et elle a fini par tout perdre. J'ai vendu la maison, oui, mais je ne suis pas allé en résidence. Je voulais garder un peu d'autonomie. Elle a pris une vieille voiture qu'elle avait gardée, au cas où. Et elle s'est installée dedans. Je ne voulais déranger personne. Je sentais ma colère monter. Mais pas contre elle. Contre eux. Contre mon père. Contre ma tante. Contre tout le monde. Je l'ai prise par la main. Mamie, ça suffit. Tu viens avec moi. Tu dors plus jamais dans cette voiture. C'est fini. Elle a hésité. T'es sûr que ta copine ne dira rien? Elle s'inquiétait plus de ma vie privée que de sa propre sécurité. Je me suis senti tellement minable. Ce soir-là, je l'ai installée chez moi. J'ai dormi sur le canapé. Elle a pris mon lit. Et pendant qu'elle dormait, j'ai pris mon téléphone. Et j'ai appelé mon père. Ce qu'il m'a dit m'a glacé le sang. Quand mon père a décroché, il a mis quelques secondes à comprendre qu'il appelait. Je ne l'appelle presque jamais. Notre relation est distante, on va dire. Allô? Maxime? Il est tard, tout va bien? J'ai répondu cash. Froid. Tu peux m'expliquer pourquoi mamie dormait dans une voiture? Silence. Puis un petit rire sec, nerveux. De quoi tu parles? Je me suis levé du canapé et j'ai commencé à marcher dans le salon, incapable de rester en place. Je viens de la récupérer au commissariat. Elle dort dans ma chambre. Elle vivait dans sa caisse, papa. Sa caisse. Et vous le saviez tous, pas vrai? Toi, Alain, Christelle. Vous saviez qu'elle avait besoin d'aide. Et vous l'avez laissée crever. Il y a eu un long silence. Puis sa voix, plus sèche. C'est plus compliqué que ça, Maxime. J'ai failli hurler. Plus compliqué que ça? Sérieusement? Depuis quand c'est compliqué d'aider la femme qui t'a élevé? Je le laisse parler. Il essaie de se justifier. Elle a toujours été têtue. On lui a proposé de venir vivre chez nous. Elle a dit non. Qu'elle voulait son indépendance. Je serre les dents. Et après? Vous avez juste arrêté de l'appeler? C'était ça, le plan? Laisser une vieille dame isolée dans une voiture parce qu'elle a de la fierté? Il soupire. Max, tu comprends pas. Elle est devenue bizarre. Elle oubliait des trucs. Elle râlait tout le temps. Elle nous accusait de vouloir lui voler sa maison. Je m'arrête net. Attends, t'es en train de me dire que parce qu'elle commençait à perdre un peu la mémoire, vous avez décidé de couper les ponts? Il ne répond pas tout de suite. Et là, je comprends. Il sait ce qu'il a fait. Et il a honte. Mais pas assez pour l'avouer. Je raccroche. Je tremble de rage. Je regarde ma porte de chambre. Elle est fermée, mais j'imagine mamie Jeanne, paisible, dans mes draps propres, son vieux manteau plié sur la chaise. Et je me promets une chose. Plus jamais je laisse ma famille décider qui compte et qui dérange. Le lendemain matin, elle est réveillée avant moi. Je la trouve dans la cuisine, en train de préparer du café comme si c'était chez elle. Elle a posé ses lunettes sur le bout de son nez, comme avant, et fredonne une vieille chanson de Charles Aznavour. T'as encore ces vieilles habitudes de te lever à l'aube? Elle sourit. Je voulais pas te réveiller. Et puis, j'aime pas dormir trop longtemps. J'ai eu trop de nuits blanches pour ça. Je m'assois, et on boit le café en silence. Et d'un coup, elle me regarde droit dans les yeux. Tu vas devoir me dire ce que t'as l'intention de faire. Je la regarde, surpris. Qu'est-ce que tu veux dire? Me garder ici? Tu crois que ta copine va être d'accord? Tu crois que ton boulot va te laisser du temps pour ça? Je pose la tasse. Je sens que ça va partir en débat. Mamie, t'es chez toi ici. Tu restes autant que tu veux.
Elle secoue la tête. C'est pas aussi simple. Et elle a raison. Ce n'est pas simple. Elle n'a pas de revenus suffisants. Son compte est à sec. Elle a vendu la maison à perte. Elle a été hospitalisée pour hypothermie. Et surtout, elle refuse d'être un fardeau. Mais je me fous de tout ça. Je veux qu'elle reste. Je veux la soigner, la protéger, la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous. La semaine suivante, je prends des congés. Je commence à faire des démarches. Sécu, retraite, aide sociale. Rien n'est automatique. Tout est lent, humiliant, flou. À la CAF, une conseillère me dit. Elle n'a pas fait de déclaration depuis 2 ans. Non. Elle vivait dans une voiture. Silence. Pendant ce temps, j'essaie de la distraire. Je lui achète un fauteuil confortable. On regarde des vieux films ensemble. Elle cuisine un peu. Elle retrouve le goût des choses simples. Mais parfois, elle s'effondre. Littéralement. Un soir, elle est restée debout trop longtemps. Ses jambes ont lâché. J'ai eu la peur de ma vie. Je l'ai portée jusqu'au canapé, elle pesait presque rien. Elle pleurait. Je suis qu'un poids. Ils avaient raison. J'ai serré sa main. Et je lui ai dit une chose que je ne pensais pas vraiment, mais que j'avais besoin de dire. Tu vas te relever, mamie. Et on va leur montrer qu'ils t'ont abandonné, mais que t'es encore debout. Elle a souri à travers ses larmes. Puis un jour, elle m'a demandé quelque chose. Quelque chose que je n'avais pas vu venir. Est-ce qu'on peut retourner là-bas? Où ça? Dans la rue où j'étais garé. J'ai laissé quelque chose. Je l'ai regardée. Elle avait cette lueur étrange dans les yeux. Pas de honte. Pas de peur. Juste une sorte de nostalgie douloureuse. Le lendemain, on y est allé. Une petite rue tranquille, près d'un square. La voiture était encore là. Une vieille Renault grise, un peu rouillée. À l'arrière, un sac plastique. Dedans, un cahier. Je l'ai ouvert. Et j'ai compris. Elle y écrivait tous les soirs. Des pensées. Des souvenirs. Des fragments de vie. Et des lettres. À moi. À mes cousins. À ses enfants. À son mari défunt. Des dizaines de pages. J'ai lu un passage, au hasard. Aujourd'hui, il faisait très froid. J'ai mis les journaux autour de mes jambes. J'ai pensé à Maxime. Il aimait les frites quand il était petit. Peut-être qu'un jour il tombera sur ce carnet. Peut-être qu'il saura que je l'aimais. Même si je n'ai pas su lui dire. J'ai refermé le cahier. Les mains tremblantes. Mamie Jeanne n'a jamais été une femme démonstrative. Mais elle a écrit des lettres chaque jour, au cas où elle mourrait sans dire adieu. Et personne ne le savait. Je l'ai prise dans mes bras. Et j'ai dit la seule chose que je pouvais dire. Maintenant, c'est fini. Tu ne seras plus jamais seul. Mais je ne savais pas encore ce que cette promesse allait me coûter. Parce que ce soir-là, quelqu'un a sonné à ma porte. Et c'était ma tante. Quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu ma tante Christelle, j'ai tout de suite su que ça allait mal finir. Elle tenait son sac en cuir contre elle comme un bouclier, avec ce même regard qu'elle lançait quand elle était sur le point de faire un reproche. Je n'ai même pas eu le temps de dire bonsoir. Elle est là? A-t-elle demandé sèchement. Je l'ai regardée quelques secondes. Elle, je ne l'avais pas vue depuis des années. Pas depuis ce fameux Noël où mamie avait semblé tellement absente. Christelle n'était pas venue pour prendre des nouvelles. Ça se voyait dans sa posture, dans sa façon de balayer l'entrée du regard, comme si elle cherchait déjà des preuves, des indices, une justification. Elle dort, ai-je répondu. Elle a eu une journée difficile. Tu veux un café? Non. Je suis venu pour parler. Elle est entrée sans attendre que je l'invite. Je l'ai suivie jusqu'au salon. Elle s'est assise, raide, sur le bord du canapé. Je suis resté debout. J'attendais. Elle a croisé les bras. Écoute Maxime, c'est très noble ce que tu fais. Vraiment. Mais tu ne comprends pas tout. Ah, le fameux, tu ne comprends pas tout. L'argument préféré de ceux qui savent qu'ils ont merdé, mais qui veulent t'en convaincre autrement. Explique-moi alors, j'ai dit.
Dis-moi ce que je ne comprends pas. Elle a soupiré. Un soupir théâtral, chargé de faux chagrin. On a tous essayé de l'aider. Mais elle refusait tout. Tu sais comment elle est, obstinée. Toujours à croire qu'on lui veut du mal. Quand elle a vendu la maison, elle a coupé les ponts. Elle ne répondait plus. Elle faisait la morte. Elle dormait dans une voiture, Christelle. À 2 rues d'ici. Depuis des semaines. Elle a serré les lèvres. Et tu crois que ça, c'est de notre faute? C'est elle qui a fait ce choix. J'ai haussé la voix malgré moi. Dormir dans une voiture? Ce n'est pas un choix. C'est un abandon. Elle a rougi. Je l'ai vue se tendre, comme si elle allait se lever d'un bond. Tu crois que c'est facile pour nous? Qu'on vit tous tranquilles? Tu crois que ton père dort sur ses 2 oreilles, lui? J'ai serré les poings. Si j'avais eu le carnet sous la main, je lui aurais foutu sous le nez. Mais je me suis contenté de la fixer droit dans les yeux. Pourquoi t'es là, Christelle? Elle a baissé le regard. Puis elle l'a relevé, plus dur, plus froid. Je veux voir ce qu'elle a gardé. Des documents. Des papiers. Des affaires. J'ai éclaté de rire, mais sans joie. Tu veux récupérer ce qu'il reste. Même maintenant. Elle n'a rien dit. Je me suis approché, très près. Elle a dormi par 0 degré. Elle a eu des vertiges, elle s'est effondrée. Elle écrivait des lettres d'adieu tous les soirs. Et toi, t'es là pour des papiers? Elle ne peut plus gérer ses comptes, a-t-elle répliqué. Quelqu'un doit s'en charger. Et tu penses que ce quelqu'un, c'est toi? Silence. Je me suis penché vers elle. Tu sais ce qu'elle m'a dit, la première nuit? Qu'elle ne voulait pas déranger. Que vous ne vouliez plus d'elle. Qu'elle était un poids. Et là, tu viens avec ta petite morale de responsabilité? Elle a eu faim, Christelle. Elle a eu froid. Et vous avez fait comme si elle n'existait plus. Elle s'est levée. Les larmes aux yeux. De vraies larmes, peut-être. Ou pas. Je m'en foutais. Tu comprends rien, Maxime. J'ai compris assez pour ne jamais vous ressembler. Elle a claqué la porte derrière elle. Et moi, je suis resté là. Debout, le cœur qui battait trop vite. Pas de triomphe. Pas de soulagement. Juste un goût amer dans la gorge. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté assis, à lire encore et encore les pages du carnet. À redécouvrir ma propre grand-mère. Ses souvenirs de jeunesse. Son mariage avec papy. Sa peur de mourir oubliée. Et surtout, cette phrase, qui revenait souvent. J'aurais voulu qu'on me regarde encore comme une mère. Pas comme un meuble trop vieux qu'on cache dans le grenier. Le lendemain, je suis allé à la mairie. J'ai entamé une procédure de demande d'hébergement durable, de tutelle volontaire, de soutien administratif. Tout. Je voulais que plus rien ne puisse la toucher sans passer par moi. Je ne voulais plus qu'elle entende le mot « foyer » autrement que comme un endroit chaud. Et j'ai contacté un ami journaliste. Pas un grand média. Un gars qui fait des chroniques locales. Je lui ai raconté toute l'histoire. Il a écouté, sans couper, pendant 1 heure. À la fin, il m'a dit « C'est pas juste une histoire de famille, Max. C'est une histoire de société. » Je n'y avais pas pensé comme ça. Mais il avait raison. Mamie Jeanne, ce n'était pas un cas isolé. C'était un miroir. Un miroir tendu à toute une génération de gens devenus invisibles. Le papier est sorti 1 semaine plus tard. Titre, Dormir dehors à 78 ans, la honte de notre silence. Des appels ont commencé à tomber. Des associations. Des voisins. Des anciens collègues de mamie. Des gens qu'on connaissait à peine. Certains pleuraient. D'autres disaient, je savais pas. Elle les écoutait. Sans haine. Avec ce petit sourire fatigué. Elle leur disait, ce n'est pas grave. Je suis en sécurité maintenant. Mais moi, je ne voulais pas que ce soit juste une histoire, touchante. Je voulais que ça laisse une trace. Alors j'ai créé une page. Un simple site. Je ne suis pas un fardeau.fr. Avec une photo d'elle. Et ses mots à elle.
J'existe encore. Même si je ne sers plus à rien. En 3 jours, plus de 10 000 visites. Puis une invitation sur une radio. J'ai hésité. Mais mamie m'a regardé, la main sur mon bras. Va parler, Maxime. Va leur dire. Parce que si toi tu le fais pas, qui le fera? Je suis allé. Et ce jour-là, en direct, j'ai raconté comment une vieille femme avait dormi à 800 mètres de chez ses enfants, et que personne ne s'en était soucié. Je n'ai accusé personne. Mais tout le monde a compris. Après l'émission, j'ai reçu un message vocal. De mon père. Sa voix tremblait. Je suis désolé, fiston. J'ai eu peur. Peur de pas être à la hauteur. Peur de vieillir moi aussi. J'ai écouté, sans répondre. Je ne savais pas encore si je voulais lui pardonner. Mais ce n'était plus le plus important. Le plus important, c'était elle. Mamie Jeanne. Et son droit, après tant d'années à donner, de recevoir un peu. Je croyais que l'histoire touchait à sa fin. Mais j'avais tort. Parce qu'un matin, en ouvrant la boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe épaisse. Un courrier d'avocat. Une assignation au tribunal. Ma tante demandait une mise sous tutelle forcée. Elle voulait la déclarer inapte, pour récupérer ce qui lui restait. Je me suis assis dans le couloir, l'enveloppe à la main. Les doigts crispés. Le cœur qui battait trop fort. J'avais lu, relu encore. Mais les mots ne changeaient pas. Demande de mise sous tutelle pour altération des facultés mentales. C'était bien écrit noir sur blanc. Déposé par Maître Guillot, au nom de Christelle Delcourt, ma propre tante. Elle demandait à devenir la tutrice légale de mamie Jeanne. Soi-disant pour garantir sa sécurité. Mais entre les lignes, c'était clair. Elle voulait reprendre le contrôle. Des papiers. Des décisions. Des comptes. De l'image aussi. Ma gorge était serrée. Mamie dormait encore, paisiblement dans la chambre. Je n'avais pas le courage de lui montrer ça. Pas tout de suite. J'ai pris une photo du document, je l'ai envoyé à mon pote Hugo, avocat en droit des familles. 3 minutes plus tard, il m'appelait. Max, elle a pas perdu de temps. Mais t'as encore la main. C'est une demande, pas une décision. Tu crois qu'elle a une chance de gagner? Si ta grand-mère passe une expertise médicale et qu'on prouve qu'elle est lucide, ça tiendra pas. Mais faut un dossier. Et faut la protéger. Vraiment. Je l'ai remercié, raccroché. Et je suis resté là, à fixer cette lettre comme on fixe une bombe à retardement. Parce que je savais que cette fois, Christelle ne viendrait pas les mains vides. Elle allait tout salir. Je n'ai pas parlé du courrier à mamie tout de suite. Je ne voulais pas la briser. Mais elle a deviné. Le soir même, pendant qu'on regardait un vieux film en noir et blanc, elle m'a regardé en silence. Puis elle a dit, comme si elle répondait à une question que je n'avais pas posée. Ils ne veulent pas me voir vivre. Ils veulent me classer. Je me suis tourné vers elle. Ils ne t'auront pas. Je te le jure. Elle a hoché la tête, mais elle avait ce regard que je détestais, de ce mélange de résignation et de lucidité qu'ont parfois les gens âgés. Comme si elle en avait vu d'autres. Comme si elle ne croyait pas vraiment à une fin heureuse. Mais moi, j'y croyais encore. Les jours suivants ont été une course contre la montre. J'ai accompagné mamie chez son médecin traitant. On a fait un check-up complet, une évaluation cognitive, des tests de mémoire. Elle s'est appliquée. Concentrée. Un peu stressée aussi, comme une élève qui ne veut pas rater son contrôle. Et tu sais quoi? Elle a réussi. Lucide. Présente. Fatiguée, oui, mais pas folle. Quand la docteure m'a lu les résultats, j'ai senti un soulagement immense. Comme si quelqu'un avait desserré une corde autour de ma poitrine. Elle a des oublis, Maxime. Rien d'étonnant à son âge. Mais elle est loin de l'état d'altération qu'on pourrait invoquer pour une mise sous tutelle. J'ai demandé un certificat. Officiel. Daté. Signé. Et je l'ai gardé comme un bouclier. Le jour de l'audience, mamie a voulu venir. Je lui ai dit que ce n'était pas nécessaire. Elle a insisté. C'est ma dignité qu'on juge. Pas la tienne. Elle portait son vieux manteau gris.
Celui qui sentait la lavande et les souvenirs. On s'est assis dans la salle d'attente du tribunal. Et quand ma tante est arrivée, accompagnée de son avocat tailleur noir, regard froid, elle nous a à peine salués. Elle a regardé mamie comme une étrangère. Comme un dossier. Et là, j'ai compris quelque chose. Elle ne voulait pas la sauver. Elle voulait la gérer. L'audience a commencé dans une salle banale, presque triste, avec son plafond bas et ses néons fatigués. Le juge, un homme sec, lunettes rectangulaires, nous a demandé de nous asseoir. Il a regardé le dossier, puis il a demandé à Christelle de s'exprimer. Son avocat a parlé à sa place. Madame Delcourt, ma cliente, souhaite protéger sa mère, qui a récemment été retrouvée en situation d'extrême précarité. Elle estime que sa santé mentale ne lui permet plus de prendre des décisions rationnelles concernant son bien-être et sa sécurité. Il a parlé des errances, des isolements, des délires de persécution. Et là, j'ai vu rouge. Je me suis levé. Votre honneur, avec tout le respect, ce tableau est faux. Je vis avec ma grand-mère depuis 3 semaines. Elle a subi une exclusion. Pas une dégradation mentale. J'ai ici un certificat médical complet qui atteste de sa lucidité. Et surtout, j'ai son témoignage. Le juge m'a fait signe de me rasseoir. Puis il a regardé mamie. Et il lui a demandé. Madame Jeanne Delcourt, pouvez-vous nous dire, avec vos mots, ce que vous souhaitez? Mamie a pris une seconde. Puis elle a parlé, d'une voix calme, mais tremblante. Je veux vivre avec mon petit-fils. Je veux qu'on arrête de décider à ma place. Je ne suis pas folle. J'ai juste été mise de côté. Elle s'est tournée vers Christelle. Tu ne veux pas me protéger. Tu veux me ranger. Comme un vieux manteau qu'on ne porte plus. La salle est restée silencieuse. Même le juge a eu un moment d'hésitation. Puis il a dit simplement. Vu les éléments médicaux, l'absence de troubles manifestes, et la volonté clairement exprimée de la personne concernée, la demande de mise sous tutelle est rejetée. Un coup de marteau. Et c'était fini. Enfin, presque. Parce que le soir même, quelqu'un a crevé les pneus de ma voiture. Et le mot « profiteur » avait été griffonné sur le pare-brise avec un morceau de verre. J'ai pas besoin d'enquêter pour deviner d'où ça venait. Ma famille n'a pas digéré la défaite. Mais moi non plus, je ne digérerai pas leur abandon. Et je ne comptais plus reculer. Parce qu'à partir de ce jour-là, quelque chose avait changé en moi. Je n'étais plus juste le petit-fils. J'étais devenu le rempart. Et il était temps de faire du bruit. Après l'audience, j'ai cru qu'on allait pouvoir respirer. Recommencer doucement à vivre. Mais ce que je n'avais pas prévu, c'est que gagner face à sa famille, ça ne calme rien. Ça les démasque. Et certains préfèrent l'hypocrisie au silence. 3 jours après le jugement, un message a commencé à circuler sur Facebook. Un post de Christelle. Public. Avec une belle photo d'elle et mamie Jeanne, qui datait d'au moins 10 ans. Ma mère est entre de bonnes mains. Merci pour tous vos messages de soutien. Certains préfèrent faire du bruit, moi j'agis dans l'ombre. Sous la photo, des cœurs, des « courage », des commentaires mielleux. Et au milieu, un message qui m'a glacé. Dommage que certains petits-enfants s'emparent de la souffrance des autres pour exister. Je ne sais pas si c'était pour moi. En fait, si. Je sais très bien. C'était pour moi. J'ai lu ça en serrant les dents. Je suis allé voir mamie, qui était dans la cuisine en train de faire du riz au lait. Sa façon à elle de reprendre un peu de contrôle. Christelle a posté une photo de vous deux, j'ai dit. Elle a levé les yeux. J'ai vu une tristesse passagère traverser son regard. Elle veut sauver les apparences. Elle n'a jamais supporté qu'on voie les failles. Je lui ai montré le message. Elle a simplement haussé les épaules. On ne change pas les gens, Maxime. Mais on peut leur répondre. Et toi, tu veux faire quoi? Je me suis tu. Parce que je ne savais pas encore. Mais je sentais monter quelque chose en moi. Quelque chose de plus grand que de la colère. Un mélange de devoir, d'injustice, de besoin d'agir. Ce soir-là, j'ai rouvert la page je-ne-suis-pas-un-fardeau.fr. Et j'ai posté une vidéo. Pas un coup de gueule. Pas un règlement de compte. Un témoignage. Simple. Direct.
Face caméra. Pas maquillée. Pas préparée. J'ai parlé de mamie. De son parcours. De son silence. De son exclusion. Du fait qu'elle dormait à 2 rues de chez ses enfants. J'ai dit les choses sans insulter personne. Mais j'ai nommé ce qu'elle avait vécu. L'abandon. L'oubli. La honte sociale de vieillir sans produire. J'ai terminé la vidéo par cette phrase. Une société qui traite ses anciens comme des fardeaux est une société en train de pourrir de l'intérieur. Je l'ai postée à 22h18. À minuit, elle avait déjà 12 000 vues. Le lendemain matin, 40 000. Et ce n'était que le début. Des gens ont commencé à témoigner en commentaire. Une femme disait que sa mère vivait dans un mobil-home au fond de son jardin, pour ne pas gêner. Un homme racontait comment il avait découvert que son père mangeait une fois par jour pour faire des économies. Une aide-soignante expliquait qu'elle voyait tous les jours des vieux pleurer en silence dans des EHPAD trop chers, trop pleins, trop tristes. Et tous disaient la même chose. Merci d'en parler. On croyait être seul. J'ai compris qu'on avait ouvert une brèche. Alors j'ai continué. Chaque jour, un post. Un témoignage. Une lettre de mamie. Un souvenir. Mamie lisait tout. Elle commentait même parfois, avec son humour un peu sec. Je suis célèbre, hein, Maxime? Une star. Mais sans paparazzi. Elle souriait. Mais au fond, je voyais qu'elle reprenait un peu d'estime d'elle-même. Et ça, c'était tout ce qui comptait. Mais évidemment, plus la voix porte, plus certains veulent l'éteindre. Un matin, j'ai reçu un mail. Objet, demande de suppression de contenu diffamatoire. Expéditeur, cabinet Guillot, avocat de Madame Christelle Delcourt. Ils exigeaient le retrait de toutes les publications, portant atteinte à l'image et à l'honneur de leurs clientes. Le message disait que si je persistais, des poursuites seraient engagées. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai transféré à Hugo. Il m'a rappelé dans la minute. Il bluffe. T'as rien dit de faux. T'as pas cité son nom. C'est elle qui s'expose. Donc je laisse? Tu continues. Et si procès il y a, on y va ensemble. J'ai raccroché. Et j'ai écrit un nouveau post. Ce que j'écris ici, je l'écris avec ma grand-mère. Rien n'est inventé. Rien n'est exagéré. Et si certains se sentent attaqués, peut-être qu'ils devraient s'interroger. Ce post a explosé. 70 000 vues. Puis un message privé. D'une journaliste de France 2. Elle voulait faire un sujet. Un reportage. Sur mamie. Sur notre histoire. Sur le traitement des personnes âgées en France. J'ai hésité. J'en ai parlé à mamie. Elle a réfléchi longtemps. Puis elle a dit. Si ça peut aider quelqu'un, oui. Mais je veux qu'on me montre comme je suis. Pas comme une victime. Promis. Le tournage a eu lieu dans notre salon. Simple. Avec une nappe un peu vieillotte. Une plante verte en coin. Et mamie dans son fauteuil, droite, digne. Elle a parlé de ses années de travail, de sa solitude, du froid dans la voiture. De la honte. De la peur. Et aussi de la force qu'il fallait pour continuer à se lever chaque matin. Quand la journaliste lui a demandé ce qu'elle pensait de ceux qui l'avaient laissé tomber, elle a répondu calmement. Je leur souhaite de ne jamais connaître ce que j'ai vécu. Pas de haine. Juste une claque silencieuse. Le reportage est passé un samedi soir. On était collés sur le canapé, elle et moi. Les lumières éteintes. Elle se tenait droite, comme pour un examen. Quand sa tête est apparue à l'écran, elle a souri. J'ai l'air plus jeune que je croyais. Je l'ai regardée. Et j'ai vu, pour la première fois, la fierté dans ses yeux. Pas celle qu'on a quand on reçoit un prix. Non. La fierté d'exister. D'être vu. D'être entendu. La fierté d'avoir survécu à l'effacement. Mais après la fierté, est venue la colère. Pas la nôtre. Celle de ceux qu'on avait exposés sans les nommer. Le lendemain du reportage, mon père a laissé un message vocal. Tu joues avec le feu, Maxime. C'est notre famille, merde. T'as pas le droit de laver notre linge sale devant la France entière. J'ai écouté. Jusqu'au bout.
Puis j'ai supprimé. Je n'ai plus envie de me justifier. Ni de ménager ceux qui n'ont rien ménagé. Je ne fais pas ça pour me venger. Je fais ça pour réparer. Pour mamie. Et pour tous les autres qu'on a laissés tomber dans le silence. Et c'est là que tout a vraiment changé. Parce qu'un homme m'a contacté. Il s'appelait Malik. Directeur d'une association d'aide aux personnes âgées isolées. Basé à Nanterre. Il m'a dit : ce que tu fais, c'est fort. Mais ce serait encore plus fort si on le faisait à plus grande échelle. T'as pensé à créer une plateforme ? Je n'y avais pas pensé. Mais dès qu'il a dit le mot, j'ai su que c'était ça. Je voulais que cette histoire ne soit pas juste une histoire. Je voulais qu'elle devienne un outil. Une arme contre l'indifférence. Et c'est là que j'ai compris. Ce que Christelle appelait du bruit. C'était peut-être, enfin, le début d'un mouvement. Le soir où j'ai reçu ce message de Malik, j'ai compris que ce qu'on faisait dépassait notre histoire. Je n'étais plus juste le petit-fils en colère. J'étais devenu, malgré moi, un porte-voix. Et ça me faisait un peu peur. Mais mamie m'a dit une phrase simple, en coupant ses pommes pour une tarte. Quant à la lumière, tu t'en sers pas pour te chauffer. Tu l'allumes pour que d'autres trouvent la sortie. C'est resté. C'était exactement ça. On a commencé à parler sérieusement avec Malik. Il avait des contacts, des bénévoles, des gens qui connaissaient les rouages de l'associatif. Moi, j'avais l'histoire, la visibilité, et cette rage que je ne voulais plus garder pour moi. L'idée est née rapidement, une plateforme pour mettre en lien les personnes âgées isolées avec des voisins prêts à les aider. Mais pas une charité de façade. Un réseau humain. Une sorte de « vigilance bienveillante ». On l'a appelé « présence ». Juste ça. Pas besoin d'en faire plus. Pendant qu'on montait le projet, mamie suivait tout. Elle écoutait nos appels, relisait les textes, corrigeait même les fautes. Écris pas les vieux, Maxime. Écris les aînés. C'est plus digne. Elle était devenue notre comité d'éthique. Je l'observais, et je me disais souvent que si elle n'avait pas dormi dans une voiture, rien de tout ça n'existerait. C'est terrible à dire. Et pourtant, c'est vrai. Le monde n'écoute que ce qui fait mal. Alors, tant qu'à souffrir, autant transformer cette douleur en levier. Quand la version bêta de la plateforme a été mise en ligne, on ne savait pas si ça allait marcher. On avait mis une carte de France, avec des petits marqueurs rouges pour chaque zone où quelqu'un se disait prêt à veiller sur une personne âgée. Un rayon de quelques rues. Un petit geste. Au début, il y avait 3 points. Moi, Malik et une voisine de Montreuil. Puis 10. Puis 100. Une semaine plus tard, 2000 inscrits. Des gens proposaient de passer dire bonjour, d'accompagner chez le médecin, d'aider à remplir un papier. Un homme à Lyon a même écrit : j'ai pas de grands-parents. Laissez-moi veiller sur les vôtres. Mamie lisait tous les messages. Elle avait les yeux humides, mais elle ne disait rien. Elle savait ce que ça voulait dire. Elle n'était plus un cas. Elle était un déclencheur. Et c'est là qu'est arrivée la mairie. Ils m'ont appelé pour me proposer une récompense citoyenne. Une petite cérémonie, un article dans le journal local, une médaille en toc, probablement. J'ai demandé à parler au maire directement. Je vous remercie pour la reconnaissance. Mais j'ai pas fait ça pour une médaille. Je comprends, m'a-t-il dit. Mais on voudrait que ça donne l'exemple. Dans ce cas, venez chez nous. Rencontrez mamie. Pas devant des caméras. Juste vous, elle, et ce que vous avez à lui dire. Il a hésité. Puis il a accepté. Il est venu un jeudi après-midi, en civil. Sans écharpe tricolore. Sans journaliste. Il a bu un café dans notre cuisine. Et mamie, fidèle à elle-même, lui a dit : vous savez, monsieur le maire, j'ai habité ici 36 ans. J'ai voté à toutes les élections. Mais jamais personne n'est venu voir si je vivais encore. Jusqu'à ce que mon histoire passe à la télé. Il a baissé les yeux. Et moi, j'ai su que c'était peut-être ça, le vrai changement. Pas une révolution violente. Pas des grandes phrases. Juste des confrontations silencieuses entre la vérité et ceux qui l'ont évité trop longtemps. Mais tout n'était pas rose. Plus la visibilité grandissait, plus certaines personnes se montraient violentes.
J'ai reçu des mails anonymes. Des messages du genre: arrête de faire pleurer les gens pour gratter des dons. Si ta grand-mère est dans cet état, c'est peut-être qu'elle le mérite. Ça m'a pris à la gorge. Mais mamie, elle, ne se laissait pas atteindre. Quand les gens déversent leur saleté, c'est qu'ils débordent de leur propre crasse. Elle avait cette façon de transformer les pires choses en leçons de sagesse. Moi, j'avais encore du mal. Alors j'ai fait ce que je savais faire, écrire. J'ai publié un texte intitulé « Elle ne demandait pas la lune. Juste qu'on la regarde comme un être humain ». Encore une fois, les partages ont explosé. Et surtout, les dons ont commencé à arriver. Pas des fortunes. Mais des petites sommes. 10 €, 20 €, parfois 50. Avec des messages. Pour qu'elle puisse acheter ce qu'elle veut sans demander. Pour que vous puissiez souffler un peu. Pour dire merci d'avoir mis des mots sur ce qu'on vit tous. J'ai créé un fonds. Pas pour mamie. Elle ne voulait pas. Mais pour les autres. Pour ces aînés qu'on avait déjà repérés avec la plateforme. Ceux qui ne pouvaient pas se chauffer. Qui n'avaient plus de famille. Qui vivaient au fond d'un silence épais. Mamie, elle, a voulu écrire des lettres. Des vraies lettres. À la main. À certaines de ces personnes âgées dont on me parlait. Elle leur racontait un peu de sa vie. Leur parlait de recettes. De souvenirs. De livres qu'elle aimait. Elle signait. Jeanne, qui sait ce que c'est que d'être oubliée, mais qui sait aussi qu'on peut encore être utile. Et je crois que c'est ça, au fond, qui a tout changé. Pas le site. Pas les vues. Pas même le reportage. Mais les lettres. Un jour, j'ai reçu une photo. Une vieille dame dans un fauteuil, dans une maison de retraite à Toulouse. Elle tenait la lettre de mamie contre son cœur, les yeux fermés. Sa petite fille avait écrit. C'est la première fois depuis 1 an que je la vois sourire sans qu'on la force. Merci. Je lui ai montré la photo à mamie. Elle a hoché la tête. Et elle a dit. Il y a encore des endroits où on peut réparer les vivants. Mais ce soir-là, elle s'est endormie très tôt. Plus tôt que d'habitude. Je suis allé voir si tout allait bien. Elle respirait doucement, les mains croisées sur son ventre. Je l'ai regardée dormir longtemps. Et j'ai eu peur. Une peur froide. Pas celle de perdre une personne. La peur de perdre la présence. Je me suis levé tôt le lendemain. Le soleil entrait doucement par la fenêtre. Mamie dormait encore. Mais son visage était pâle. Trop calme. Je me suis approché. Et j'ai compris. Elle ne dormait pas. Elle était partie. Silencieusement. Sans prévenir. Sans déranger. Comme toujours. Je me suis effondré sur le sol. Je ne pouvais pas respirer. Pas pleurer. Juste ce vide. Ce trou. Et cette phrase qui me tournait dans la tête. Je suis pas un fardeau. Mais ce jour-là, j'ai compris autre chose. Elle était partie, oui. Mais elle n'était plus seule. Elle était portée par tout ce qu'elle avait touché. Par les lettres. Par la plateforme. Par les récits. Par la colère devenue force. Et par tout ce qu'on allait continuer à faire, en son nom. À ses funérailles, il y avait des inconnus. Des voisins qu'elle n'avait jamais vus. Des bénévoles. Des gens qui avaient lu son histoire et qui voulaient la remercier. Pas pour ce qu'elle avait fait. Mais pour ce qu'elle avait rappelé. Qu'un être humain, même fragile, même discret, peut changer des centaines de vies. Simplement, en osant exister. Les jours qui ont suivi les funérailles ont été flous. Je ne sais même pas comment j'ai tenu debout. Je faisais des gestes mécaniques. Je répondais aux messages, je remplissais des papiers, je souriais poliment à ceux qui venaient me dire elle était exceptionnelle, comme si ce mot pouvait suffire à combler le vide. Je ne dormais plus. Ou alors mal. Je me réveillais en croyant l'entendre marcher dans le couloir, râler parce que le café était trop fort. Je me retournais, persuadé de voir sa silhouette dans le fauteuil, un tricot à la main. Mais il n'y avait plus rien. Le silence me hurlait à l'oreille. Et pourtant, quelque chose restait. Sa voix. Ses lettres. Son odeur dans les draps. Et surtout, sa trace. 1 semaine après l'enterrement,
j'ai reçu une enveloppe. Pas une facture, pas une lettre officielle. Une enveloppe manuscrite. Écrite de sa main. Elle savait. Elle avait préparé ça. À l'intérieur, une lettre. Et une clé. Mon petit Maxime. Si tu lis ça, c'est que je suis parti. Pas besoin de pleurer trop longtemps. J'ai eu une vie. Pas parfaite, mais pleine. Et surtout, j'ai eu la chance de te retrouver avant la fin. Tu m'as rendu visible. Pas célèbre. Visible. Tu m'as permis de partir avec le sentiment que j'existais encore, dans les yeux de quelqu'un. Je te laisse cette clé. Elle ouvre un petit coffre que j'avais gardé dans l'ancienne maison. C'est mon vrai testament. Pas d'argent. Pas de bijoux. Juste ce que j'estime être mon vrai héritage. Prends soin de toi. Et n'arrête jamais de parler pour ceux qu'on n'entend plus. Je suis resté figé. La lettre tremblait entre mes mains. Le coffre était dans une cave humide, derrière un carton moisi de vieilles photos. Je l'ai ouvert en tremblant. Dedans, il y avait une photo d'elle et moi, au parc, j'avais 6 ans, je mangeais une glace en me collant à sa hanche. Un cahier, rempli de recettes à la main. Mais pas que, dans les marges, elle avait noté des souvenirs, des commentaires, des anecdotes. Et une pile de lettres. Non ouvertes. Adressées à elle. À Jeanne Delcourt. Des lettres de refus. Demande d'aide non traitée. Courrier de la CAF, de la mairie, de la préfecture. Et surtout, une lettre qu'elle avait commencé à écrire, sans jamais l'envoyer. À mes enfants. Je vous ai aimé. Plus que moi-même. Mais vous m'avez fait taire. Vous m'avez regardé comme un meuble, pas comme une mère. Je ne vous en veux pas. Je vous plains. Car vous avez confondu l'âge avec la fin. Je n'ai pas pu continuer. J'ai refermé la boîte et je suis sorti prendre l'air. Il pleuvait. Mais je ne sentais rien. J'étais dans une autre réalité. Une réalité où cette femme, que tout le monde avait ignorée, avait laissé des preuves. Des cris. Des questions. Des vérités. Et c'est là que j'ai compris ce que je devais faire. Pas juste continuer. Amplifier. Pas pour faire le héros. Pas pour honorer sa mémoire comme un monument. Mais parce qu'il y avait encore des Jeanne. Partout. Et qu'on n'avait pas le droit de s'arrêter. J'ai repris le site. J'ai contacté Malik. Je lui ai dit, on va aller plus loin. On a monté un petit comité, des aidants, des aînés, des bénévoles, une juriste, une ancienne infirmière. On a listé les besoins réels. Visites régulières. Aide administrative. Médiation familiale. Atelier mémoire. Courrier solidaire. Suivi psychologique. On a appelé ça le réseau Jeanne. Pas pour faire joli. Mais pour que son prénom devienne un repère. Un drapeau discret pour dire, ici, on veille. Ici, personne ne finit dans une voiture sans qu'on frappe à la vitre. Le réseau s'est étendu. Vite. Des petites communes nous ont appelés. Des assistantes sociales. Des maires. Des directeurs d'EHPAD. Et puis, les médias sont revenus. Pas pour raconter le drame. Mais pour parler de ce que ça avait déclenché. Une journaliste m'a demandé. Vous vous attendiez à ça? J'ai répondu, sans réfléchir. Je ne m'attendais à rien. Je voulais juste que ma grand-mère arrête d'avoir froid. Elle a souri. Et c'est devenu le titre de l'article. Il voulait juste que sa grand-mère n'ait plus froid. Un soir, j'ai reçu un appel. Une voix d'homme, fatigué. Bonsoir. Je m'appelle François. J'ai 82 ans. J'ai vu votre vidéo avec ma petite fille. On s'est disputé. Elle m'a dit que je lui ressemblais. J'ai raccroché. Puis j'ai pleuré. J'ai jamais dit à personne que je pleurais. Je veux pas mourir comme ça. Vous croyez que je peux encore changer quelque chose? J'ai eu du mal à répondre. Trop d'émotion. Trop de justesse dans cette phrase. Oui, François. On va vous appeler demain. Et vous allez écrire votre première lettre. Il a ri. Un rire hésitant. À qui? À quelqu'un qui pense qu'il est seul. Mamie est partie.
Mais elle a laissé une lumière. Elle m'a appris que les gens ne disparaissent pas quand ils meurent. Ils disparaissent quand on cesse de parler d'eux. Alors moi, je vais parler. Encore. Et encore. Jusqu'à ce qu'on n'ose plus jamais dire d'un vieil homme ou d'une vieille femme, elle ne servait plus à rien. Parce que maintenant, on sait. On a vu. Et on ne pourra plus dire qu'on ne savait pas. Je pensais qu'au bout d'un moment, les choses se tasseraient. Qu'on passerait à autre chose. Qu'il y aurait une autre actualité, un autre scandale, une autre histoire à pleurer. Mais non. Le nom de Mamie Jeanne revenait partout. Pas comme une victime. Pas comme une martyre. Mais comme une mémoire utile. Et ça, c'est ce qui m'a le plus touché. Un jour, j'ai reçu un mail d'un prof de lycée à Nancy. Il écrivait. Bonjour Maxime. Je suis enseignant en sciences sociales. J'ai montré votre témoignage à mes élèves. On a passé 2 heures à parler de leurs grands-parents. Beaucoup ont pleuré. Certains m'ont dit qu'ils n'avaient jamais vraiment pensé à ce qu'ils ressentent. Merci d'avoir allumé cette réflexion. 2 heures. Avec des ados. Pour parler de solitude et de respect. Si ça, ce n'est pas une victoire? Ce genre de message, j'en recevais tous les jours. Des directeurs d'EHPAD, des familles, des aides à domicile. Tous disaient la même chose, on savait. Mais on fermait les yeux. Parce que c'est plus facile. Moi aussi, je les avais fermés, pendant des années. Je ne jugeais personne. Mais maintenant qu'ils étaient ouverts, je ne pouvais plus faire semblant. Avec l'équipe de présence, on a voulu passer à l'étape suivante. Créer une journée nationale dédiée aux personnes âgées oubliées. Pas un 1er octobre symbolique qu'on ne célèbre jamais. Une vraie journée. Avec des actions concrètes dans les écoles, les mairies, les quartiers. Une journée où on va vers eux. Pas où on parle d'eux depuis un plateau télé. On a contacté des députés. Certains ont répondu. Pas tous. Mais assez pour lancer une pétition. En une semaine, 150 000 signatures. Mamie aurait ri. Elle aurait dit. Et moi qui pensais que j'étais juste une petite vieille dans une Renault toute pourrie. Je continuais d'écrire. Des chroniques. Des tribunes. Et un soir, seul dans ma cuisine, j'ai ouvert un document Word. Et j'ai tapé le titre. Lettre à celle qu'on n'a pas regardée. J'ai écrit sans m'arrêter. Sans plan. Sans pause. Juste ce que je ressentais. J'ai parlé d'elle. De sa dignité. De sa voix qui n'a jamais hurlé, mais qui disait tout. De son rire discret, de ses silences chargés. Et de cette phrase qu'elle m'avait dite un jour, comme ça, entre 2 cuillères de soupe. Tu sais, Maxime, vieillir, c'est pas devenir inutile. C'est devenir invisible. Quand j'ai terminé, il était 3h17 du matin. Je l'ai relu 3 fois. Et je l'ai envoyé à une maison d'édition qui m'avait contacté, sans trop y croire. Ils m'ont répondu le lendemain à 9h12. Ils voulaient le publier. Tel quel. Le livre est sorti 3 mois plus tard. Petit format. Simple. Une couverture sobre. Jeanne. Juste son prénom. C'était tout ce qu'il fallait. Et ce livre est devenu un symbole. Pas un best-seller. Pas un truc de grande surface. Mais un objet de passage. De main en main. De cœur en cœur. Un homme m'a écrit. Ma mère est morte il y a 2 ans dans une chambre froide, seule. Je n'avais pas compris à quel point je l'avais laissée partir vivante. Grâce à votre livre, j'ai pu écrire à ma sœur. Et lui dire, on a déconné. Je me suis retrouvé invité à des débats, des conférences, même à l'Assemblée nationale pour parler du droit à la dignité des aînés. La première fois que j'y ai mis les pieds, j'avais le cœur qui battait trop fort. Moi, Maxime, petit-fils de Jeanne, dans ce grand bâtiment avec ses dorures et ses fauteuils en velours, là pour parler pour elle. Je me suis levé, j'ai regardé les députés. Et j'ai dit. Vous savez ce qu'il y avait dans le coffre de ma grand-mère? Des lettres. Des demandes d'aide sans réponse. Des justificatifs. Des noms. Ce n'est pas un drame personnel. C'est un scandale national. Silence. Puis un député m'a demandé. Et vous, qu'est-ce que vous proposez? J'ai répondu.
La première chose? Écouter. Vraiment. Ensuite? Ne plus jamais laisser un vieux mourir sans qu'un regard se pose sur lui avec respect. Il a hoché la tête. Et j'ai su que j'avais planté une graine. Mais je mentirais si je disais que tout ça me comblait. Je pensais à elle, tous les jours. Le soir, je parlais encore à voix haute dans l'appartement vide. T'as vu, mamie? Ils m'ont invité à la radio. J'ai pas bafouillé. Enfin, presque pas. Où? Je suis passé devant ta boulangerie préférée aujourd'hui. T'aurais râlé, y avait plus de chaussons aux pommes. Je sais, ça peut paraître bizarre. Mais ça me faisait du bien. Et puis un jour, j'ai reçu un colis. Aucune explication. À l'intérieur, une petite boîte, et une lettre manuscrite. D'elle. Je ne comprenais pas. J'avais déjà eu sa dernière lettre. Mais celle-ci avait été envoyée par la bibliothécaire du quartier, avec qui mamie papotait parfois. Elle avait laissé ça chez elle, au cas où. La lettre disait simplement. Mon petit Maxime. S'il te reste de l'élan, continue. Mais souviens-toi, on n'aide pas les vieux avec des discours. On les aide avec une chaise, une soupe chaude, et un regard vrai. Ne deviens pas un professionnel du souvenir. Reste un artisan du présent. Je t'aime. J'ai pleuré. Pas des larmes tristes. Des larmes pleines. Celles qui lavent. Qui réparent. Depuis, j'ai gardé cette lettre dans mon portefeuille. Et chaque fois que je parle à des gens, dans une école, une mairie, un centre social, je la lis. Et je termine par cette phrase, qui maintenant me guide chaque jour. Reste un artisan du présent. Parce que c'est ça, le plus dur. Pas le combat. Pas le bruit. Le présent. Être là. Vraiment. Pour quelqu'un. Et tu sais quoi? Ce matin, j'ai reçu une notification. Une nouvelle inscription sur la plateforme. Une femme de 84 ans, veuve depuis 11 ans. Elle a coché oui dans la case « Souhaitez-vous qu'on vous appelle pour discuter un peu ?» Et en commentaire, elle a écrit « Jeanne m'a donné envie de parler à quelqu'un. Je l'ai appelée. Et on a parlé. Longtemps. La dame que j'ai appelée s'appelait Louise. Elle avait une voix grave, abîmée par le tabac et les années, mais elle savait choisir ses mots. Pas une bavarde. Pas une plainte. Juste une présence. Vous m'avez rappelé qu'on pouvait encore servir à quelque chose, m'a-t-elle dit dès la première minute. J'ai souri, même si elle ne pouvait pas me voir. Vous ne vous êtes jamais arrêté de servir. C'est juste nous qui avons oublié de demander. On a parlé de tout. De ses chats, de son mari disparu. De son fils, avec qui elle ne parle plus depuis 2007. De ses souvenirs de lycée, des jupes trop courtes et des garçons qui n'osaient pas l'inviter au bal. À la fin de la conversation, elle m'a dit. Vous savez, je n'ai pas beaucoup de monde dans ma vie. Mais ce matin, je me suis réveillé en me disant que j'allais peut-être recevoir un appel. Et c'était vous. Alors merci. Vraiment. Je crois que j'ai compris ce jour-là la portée exacte du mot présence. C'est pas être là pour faire. C'est être là pour. Pour que l'autre sache qu'il existe encore pour quelqu'un. La plateforme a continué de grandir. On a commencé à former des jeunes aux liens intergénérationnels. Pas des grands discours. Juste leur apprendre à écouter sans corriger, à regarder sans juger, à parler sans condescendre. Mamie aurait adoré ces ateliers. Elle aurait joué les formatrices, c'est sûr. Avec son humour un peu piquant. Une fois, un lycéen m'a demandé. Monsieur, pourquoi on les écoute pas plus, les vieux? Je lui ai répondu sans réfléchir. Parce que leur vérité nous dérange. Parce qu'elles parlent de nous dans 10, 20 ou 40 ans. Et qu'on n'a pas envie de se voir dans ce miroir. Il a noté ça dans son cahier. Comme si c'était une phrase qu'il voulait pas oublier. Je crois que lui non plus, il n'oubliera pas Jeanne. Et puis un jour, j'ai été invité dans une émission de télé, un truc en prime time, avec beaucoup de lumière, beaucoup de maquillage, et des animateurs trop bronzés pour être honnête. Il voulait que je raconte l'histoire de Mamie Jeanne. Le producteur m'a dit, en coulisses. Essayez d'avoir une montée d'émotion. Vous pourriez lire un passage de la lettre qu'elle vous a laissée? J'ai hoché la tête,
mais à l'intérieur, ça bouillait. Il voulait des larmes. Un moment de télé. Un frisson. Mais moi, je voulais qu'on comprendre. Alors j'ai accepté. Mais j'ai réécrit mon passage. En direct, devant les caméras, j'ai regardé droit dans l'objectif, et j'ai dit. Ce n'est pas une histoire triste. C'est une histoire qui fait mal parce qu'elle est vraie. Ce n'est pas le récit d'une femme isolée. C'est le reflet d'un système qui fabrique des oubliés à la chaîne. Vous pouvez pleurer 5 minutes. Ou vous pouvez décider de faire quelque chose. Silence sur le plateau. Une larme a coulé sur la joue de l'animatrice. Mais ce n'était pas le but. Le but, c'était qu'en rentrant chez eux, les gens fassent un appel. Écrivent une lettre. Aillent frapper à une porte. Pas pour moi. Pas pour Jeanne. Pour eux-mêmes. En rentrant ce soir-là, j'ai trouvé une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Écriture tremblante. Sans timbre. Déposée à la main. Dedans, une feuille pliée en 4, avec ces quelques mots. Merci d'avoir dit ce que mon père n'a jamais osé me dire. Grâce à vous, je suis retourné le voir. Il m'a demandé si j'étais revenu pour le punir. Je lui ai dit que j'étais revenu pour le regarder dans les yeux. Jeanne aurait compris. Je l'ai relu plusieurs fois. Puis j'ai allumé une bougie. Pas par religiosité. Par symbole. Et je me suis mis à écrire, encore une fois. Pas pour les autres. Pour moi. Pour elle. Pour ce lien entre nous que même la mort n'avait pas su couper. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une invitation. Un collège, à Tours. La professeure principale voulait que je vienne faire parler les élèves de leur rapport à leurs grands-parents. Elle m'a dit au téléphone. Vous savez, beaucoup d'entre eux vivent avec leurs grands-parents, ou sont gardés par eux. Mais ils n'en parlent jamais. Ils ont honte. Ou bien, ils ne réalisent pas ce que ces gens représentent. Je suis allé. Une classe de 5e. Ils avaient tous entre 12 et 13 ans. Je leur ai raconté Jeanne. Pas avec des grands mots. Juste avec la vérité. Et à la fin, je leur ai demandé. Si vous pouviez dire une chose à votre grand-mère ou à votre grand-père, là, maintenant, ce serait quoi? Il y a eu un silence. Puis une fille, toute timide, a levé la main. Moi, je dirais à ma mamie que je la trouve courageuse. Même si je lui dis jamais, parce que j'ai peur de paraître faible. Un garçon a suivi. Moi, je dirais à mon papy que je comprends maintenant pourquoi il se fâche quand on le traite comme un bébé. Il veut juste être respecté. Ils ont tous écrit une lettre. Je les ai toutes lues. Et j'ai pleuré. Pas de tristesse. D'espoir. Ils avaient compris. Le soir même, j'ai appelé mon père. Je ne l'avais pas fait depuis plus d'1 an. Il a décroché au bout de la 3e sonnerie. Allô? J'ai respiré profondément. C'est moi. Maxime. Silence. Puis sa voix. Fatigué. Mais pas hostile. Tu vas bien? Oui. Écoute, je t'appelle pas pour remuer le passé. Je t'appelle parce que je crois que mamie aurait aimé qu'on se reparle. Même juste un peu. Il n'a rien dit tout de suite. Puis il a soufflé. J'ai vu ton émission. J'ai tout vu, tu sais. J'ai pas su quoi dire. J'ai eu honte. Mais j'ai surtout été fier. Même si j'ai pas su le dire. J'ai fermé les yeux. Et j'ai dit. Merci. C'était pas une réconciliation. C'était un recommencement. Petit. Fragile. Mais réel. Et c'est là que j'ai compris quelque chose que je n'avais pas vu venir. Cette histoire ne parlait pas seulement des vieux. Elle parlait de nous tous. De notre incapacité à dire « je t'aime » à temps. De nos silences lâches. De notre pudeur qui tue. De notre peur du vieillissement, qu'on maquille en distance. Et surtout, de ce que ça fait, de tendre enfin la main, même tard. Jeanne n'était pas une militante. Elle n'avait pas de slogan. Elle n'avait que son carnet, ses silences, et sa petite voix tranquille. Et pourtant, elle avait ouvert une brèche. Un espace où l'amour pouvait exister même après l'échec. Et tu sais quoi? Ce matin, j'ai reçu un mail. Une mère de famille. 3 enfants.
Son père est en EHPAD. Elle m'écrit. On ne s'entendait plus. Il râlait tout le temps. J'avais arrêté d'y aller. Et puis j'ai entendu votre histoire. Je suis revenu. Je lui ai lu votre texte. Il a pleuré. On a pleuré. Merci de m'avoir donné une deuxième chance. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis allé dans la cuisine. J'ai préparé un café. Et j'ai posé la tasse à la place vide de mamie. Juste pour sentir qu'elle n'était pas vraiment partie. Aujourd'hui, ça fait 1 an. 1 an jour pour jour que mamie Jeanne s'est endormie pour la dernière fois. Je pensais que ça me ferait mal. Que je me réveillerais avec cette boule dans la gorge, ce vide froid qu'on connaît tous quand on perd quelqu'un qu'on aime. Mais ce matin, j'ai ressenti autre chose. Pas du chagrin. Une forme de paix. Comme si, enfin, tout ce qui devait être dit l'avait été. Comme si le silence qui l'avait entouré pendant si longtemps s'était transformé en voix. En présence. En élan. Je suis allé au cimetière. Je lui ai parlé à voix haute, comme je le fais souvent. Tu sais, mamie, ils ont planté un arbre à ton nom devant la mairie. Un tilleul. Il pousse vite. Il donne de l'ombre. Et des enfants jouent à côté. J'ai souri en imaginant sa tête. J'espère que tu râles pas de là-haut en disant que t'aimes pas qu'on marche sur ta terre. J'ai posé une petite pierre sur sa tombe. Un geste que j'avais appris d'un ami juif. Une manière de dire, je suis passé, je ne t'oublie pas. Et je suis rentré. Pas triste. Juste, rempli. À la maison, tout est calme. Mais ça ne sonne plus comme un vide. C'est un silence habité. Il y a encore son fauteuil, que je n'ai jamais pu me résoudre à enlever. Il y a sa tasse, son carnet de recettes. Et il y a tous les mots qu'on a partagés. Tous les silences qu'on a transformés en liens. La plateforme Présence a maintenant plus de 12 000 membres actifs dans toute la France. Le réseau Jeanne a lancé un programme pilote avec La Poste, pour que les facteurs repèrent les personnes seules et les signalent à des bénévoles. Et on a publié un recueil de lettres de personnes âgées, écrites à des inconnus. Le titre, c'est une phrase de mamie. J'existe encore, même si je ne sers plus à rien. Je peux te dire que ce livre, il fait mal. Mais il fait du bien. Des enseignants le lisent en classe. Des familles l'offrent à leurs enfants. Et à chaque page, on entend leur voix. Pas celle des jeunes. Pas celle des experts. La leur. Et ça, c'est peut-être ce qui me rend le plus fier. Un jour, quelqu'un m'a demandé. Tu crois que ta grand-mère serait fière de ce que tu fais? J'ai répondu. Je crois qu'elle s'en foutrait un peu. Et c'est vrai. Elle m'aurait sûrement dit, arrête de faire des discours, viens m'aider à écosser les haricots. Elle ne cherchait pas à marquer l'histoire. Elle voulait juste qu'on lui parle. Qu'on la regarde. Qu'on la considère. Et c'est exactement ce qu'on fait maintenant, avec des milliers d'autres Jeanne, de Claude, de Monique, d'André, de Fatima ou de Maurice. On leur rend ce qu'on leur avait pris, une place dans le monde. La semaine dernière, j'ai animé un atelier dans un centre social. On avait invité des lycéens et des résidents d'un foyer logement. À un moment, une fille de 16 ans a dit à une dame de 82. Moi j'ai toujours eu peur de vieillir. Mais vous m'avez donné envie d'y arriver. Et la dame a répondu. Moi j'ai eu peur de ne plus intéresser personne. Et toi, tu viens de me prouver le contraire. Je les ai regardés, en silence. Et j'ai pensé, c'est ça, le miracle. Pas un grand projet. Pas une loi. Un regard. Une phrase. Un lien. Tu vois, cette histoire, au départ, c'était juste un cri. Un cri que j'ai poussé en trouvant ma grand-mère effondrée dans une voiture. Un cri de colère, de honte, de douleur. Et maintenant, c'est devenu une conversation. Un pays entier qui se parle à nouveau. Mal. Parfois trop tard. Parfois maladroitement. Mais qui essaie? Et moi, je suis juste là pour passer le micro. J'ai gardé son carnet, tu sais. Celui qu'elle avait dans la voiture. Je le relis parfois. Pas pour pleurer. Pour me souvenir. Et il y a une page, que je n'avais jamais remarquée. Elle est toute simple. Elle a écrit. Si quelqu'un me lit un jour, n'oublie pas que j'ai aimé.
Que j'ai eu peur. Que j'ai ri. Que j'ai espéré. Et que tout ça mérite d'être gardé. Je crois que c'est ça, le fond de l'histoire. Rappeler que chaque vie contient un monde. Et que ce monde mérite d'être entendu. Alors voilà. L'histoire de Jeanne, ma grand-mère. Pas une sainte. Pas une martyre. Juste une femme qu'on n'a pas regardée, jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Mais on a rattrapé le temps. On l'a rempli de lettres, de gestes, de présence. Et aujourd'hui, elle est partout. Dans les mains d'un jeune qui aide sa voisine. Dans la voix d'un père qui ose dire à sa mère « Je suis désolé ». Dans les yeux d'une aide-soignante qui prend le temps de s'asseoir 2 minutes, au lieu de courir. Dans la chaleur d'une soupe, dans le froissement d'un tricot, dans le parfum d'un linge repassé avec soin. Elle est là. Et elle le restera. Tant qu'on continuera à regarder les gens jusqu'au bout. Et si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait penser à quelqu'un, à ta grand-mère, à ton père, à un voisin que tu ne regardes plus vraiment. Alors fais quelque chose. Un appel. Un café. Une lettre. Et si tu veux continuer à entendre des histoires vraies comme celle-ci, des histoires qui font mal mais qui font aussi du bien. Abonne-toi à la chaîne. Ici, on ne fait pas du buzz. On fait parler ceux qu'on oublie. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir ressenti. Et n'oublie pas. Tant qu'on écoute, personne ne disparaît vraiment.